excusez-moi, tout est vraiment mieux. Ça va bien? C'est vraiment un plaisir pour vous de se payer dans si grand nombre. Honnêtement, j'espérais avoir autant de citoyens pour la rencontre de ce soir. Vous l'envoi de l'invitation, il y a plusieurs semaines que vous soumettez dans votre agenda. J'ai d'ailleurs fait du porte-à-porte en fin de semaine. Je ne sais pas si vous m'avez échappé, mais quand même, je fais du porte-à-porte à plusieurs endroits pour m'assurer que des gens seraient ici, là, sur l'enfant, sur Alcazar et sur Castillo, pas Castillo, mais Clermont, hein, c'est ça. M'assurer que les gens se déplacent pour venir ici ce soir. Alors, suite aux différentes rencontres qu'il y a eu cette hiver, aux échanges, aux discussions qu'on a eues, mon collègue François Garand et moi, s'est engagé à organiser cette rencontre-là. Une rencontre qui va vous informer concrètement des observations, des constats que l'association a fait sur le terrain en lien avec la situation des chevreuils. On va aussi parler de ce qui a été fait par le passé et quel soit le plan d'action pour la prochaine année. Alors, bien sûr, on a le privilège d'avoir Éric Lépine, qui est le chef division environnement à la ville de Blainville et qui pilote le dossier. On a avec nous les représentants de Nature Action, Mme Joanie Beaulieu et Anne-Sophie Goyette. Anne-Sophie Goyette. Alors, c'est elle qui était sur le terrain là, cet hiver, qui a fait des observations. Et vont bien vous relater les observations qu'elles ont faites et le constat de la situation. Bien sûr, mon collègue François Garand. En fait, on a pensé des vice-présidents de la commission du développement durable. Oui. Ouais, Environnement. Et Nicole Éclousin. Nicole Ruel, c'est une conseillère municipale également. Nicole est la présidente de la commission d'environnement et du développement durable. Parce que vous comprenez que Nature Action Québec sont partenaires de la ville de Blainville depuis maintenant 3 ans. Et c'est dans le cadre d'un vaste projet de mise en valeur des milieux naturels de la ville de Blainville. Vous allez apprendre des choses extraordinaires ce soir sur votre ville que vous ne savez certainement pas en lien avec les milieux naturels. Et ce vaste projet-là et l'orientation, c'est la bonne orientation, la bonne gestion de ce projet-là se fait via la commission du développement durable où François Garand et Nicole Ruel siègent. Alors, c'est pour ça qu'ils sont ici ce soir. Donc, puis en fait, bien sûr, notre directeur général s'est déplacé pour nous rencontrer ici. Je souhaite une très belle rencontre. Puis, je laisse la place à Eric. Merci. Alors, bonsoir. Merci de votre participation. C'est toujours le fait de pouvoir présenter des projets complets. J'ai pas l'habitude de se présenter beaucoup. Je suis je parle trop rapidement. En fait, on l'a forcé pour porter la cravate ce soir. Si je m'en d'air. Si je rougis, c'est parce que je pense que en fait, je l'ai pas fait deux fois. Je pensais pas qu'il le ferait. Rapidement, un petit plan de la présentation, Mme Boulin a fait un petit mot de bienvenue. On parle de gestion des milieux naturels. L'occasion ce soir, c'est sûr qu'on va faire un focus sur ce qui se passe dans les ravins de Fontainebleau avec la présence de grandes faunes, des grands mammifères, des chevreuils principalement. Mais tout ça se fait dans d'un cadre qu'on va appeler un plan global, une planification globale de gestion des milieux naturels sur l'ensemble du territoire de l'île de Blainville. Donc, on va parler des milieux naturels, on va présenter un petit peu quand on parle de milieux naturels. J'utilise beaucoup cette expression-là, mais définir un petit peu. Parler de la faune de Blainville en général, mais aussi avec un accent sur Fontainebleau. On va parler aussi de la gestion de la faune en milieu naturel versus la gestion de la faune en milieu urbain. Un petite différence au niveau du traitement. Et aussi, la mise en valeur des milieux naturels. Parce que ça, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre, on va le voir tantôt, sans dire de range, de pouvoir valoriser tout ça et finalement un petit plan d'action. Donc, tout simplement pour revenir sur présenter un petit peu les actions que nous, on va faire soit au long de l'année, puis au fil des années, pour essayer de voir un petit peu d'endiguer cette problématique. Donc, quand on parle de gestion des milieux naturels, il n'y a rien de mieux que de les présenter. Donc, si vous regardez rapidement le territoire de la ville de Blainville. Donc, la ville de Blainville, pour une superficie de 55 km², c'est sûr qu'on connaît beaucoup la partie qui est urbanisée, là, qui compte à peu près la moitié du territoire de la ville, donc les zones qui sont en gris. Les zones agricoles, quand vous traversez, vous allez vers Talbot, vous allez chemin de la Côte-Saint-Louis-Est, de part et d'autre, on voit l'agriculture qui va dans ce secteur-là. Mais le reste, je attire votre attention sur les taches vertes. C'est les milieux naturels. Donc actuellement, il y a 40% du territoire qui est à l'état naturel. Donc on peut voir qu'il correspond aux tâches vertes qui sont là. C'est quand même particulier parce que pour une municipalité,
où il y a autant de milieux naturels qui sont, je dirais, originaux, qui n'ont pas été capturés. C'est quand même quelque chose qui est très important. Et ça, le Conseil l'a compris depuis plusieurs années. C'est un capital pour la région. C'est très, très intéressant. Donc, c'est un patrimoine naturel d'envergure. Juste à titre de comparaison, même ça dans les petites comparaisons, on parle du parc du Mont-Royal, qui a quand même un très, très gros parc. Il tourne une superficie de 10 km. On peut voir que simplement en superficie, on parle du pour la ville de Blainville. Il y a deux grandes unités, juste pour les définir rapidement. Vous avez le secteur de la Tourbière qui est ici, qui est un milieu qui est plus humide, qui est un milieu très particulier. Mais vous avez aussi le Grand Coteau. On a tendance à l'oublier, mais c'est un coteau qui part, en fait, c'est une différence. Vous avez le haut du plateau, puis vous avez, quand vous allez dans le quartier de la Renaissance, vous connaissez l'histoire des châteaux qui descendent, la rue de Jupette qui descend. Bien, à certains endroits, on a une limite d'à peu près 75 pieds. Donc, c'est quand même deux secteurs qui sont différents. Mais simplement, pour le dire, le Grand Coteau, il part de deux montagnes, puis ça va jusqu'à passer derrière. C'est quand même une unité écologique qui est particulière, qui demande aussi un traitement particulier. Donc, la présence de nombreux milieux humides fait en sorte qu'on va trouver aussi de multiples boisés. Donc, on va avoir différents types de boisés, dont certains qui datent, qui sont quand même assez vieux. On peut voir qu'il y en a certains qui vont dater de 80 ans. Toutes les petites taches que vous voyez ici, là, je me suis. Quand c'est bleu, quand c'est des résineux, en fait, c'est tellement important. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque zone, ici, chaque secteur qui est identifié, ça va être ce qu'on va appeler un peuplement. On va trouver à Blainville, principalement dans le secteur des Tourbières, ça va être des. Donc, il y a des peuplements de feuillus. Ce qui est typique à Blainville, à partir du moment où il y a des milieux humides, vous allez voir des érablières rouges. Donc, c'est pour ça qu'en promenant en forêt, souvent on va voir, il y a moins de résineux, il y a beaucoup d'érablières, d'érables rouges. Mais aussi, vous allez voir les pins blancs. D'ailleurs, je vous invite à faire un petit tour du parc après. Vous allez voir des gros pins. Les pins blancs sont faciles à identifier parce qu'ils poussent tout proche. Donc, c'est ce qui fait un peu leur beauté. C'est pas comme un sapin qui est très, je dirais, débellé. C'est un petit peu particulier. Donc, à Blainville, on va trouver des peuplements de feuillus, des peuplements résineux et aussi de la forêt. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'un des constats qu'on fait avec ça, c'est que chaque type de peuplement qu'on va observer sur le territoire va attirer et abriter une forme qui lui est spécifique, qui lui est particulière. Ensuite, ces fameux peuplements-là, comme je le disais, vont attirer, parce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des milieux naturels d'une très grande valeur écologique. Quand on parle de tourbière, c'est parler d'une tourbière, un représentant du ministère de l'Environnement, c'est le mec plus ultra, il y a bien mieux que ça. Mais ces types de peuplements-là, ces types de milieux naturels-là vont apporter de la faune. Donc, la faune vont abriter de la faune, vont attirer de la faune. Dans le cas qui nous préoccupe, on met un accent particulier sur la grande faune que ça va abriter. Donc, ce qu'on va trouver aussi indirectement, on va retrouver des indices de cette grande faune-là. Donc, on punch, c'est des chevreuils des oreillons. Ce qu'il faut savoir, les oreillons, on va souvent les voir, ils se promènent un peu à moitié dans l'eau, puis ça vit principalement dans les milieux humides. Donc, il y a des très grandes tourbières, ça va attirer les oreillons. Mais les terrains sont un petit peu plus terrestres. Donc, les forêts, les boisés, que ce soit les boisés agricoles, qu'on va retrouver le long de la côte Saint-Louis, que ce soit la forêt du Grand Coteau à Lorette, le Calvaire en Chambéry et les ravins en Fontainebleau. Donc, tout ça sont des habitats qui sont propices pour la grande faune, donc principalement. Ça a été pris, ces photos-là, ça a été pris sur notre territoire. Oui, ça c'est. Celle-là, je me suis probablement dans les ravins. Celle-ci, c'est l'ancienne emprise de chemin de fer qui monte dans les tourbières. Donc, c'est une un petit peu qui traverse de temps en temps. Mais c'est des photos qui proviennent du territoire de Puis on retrouve encore en 2015, là, on a vu dans la tourbière, des caches de chasse. Donc, non seulement, quand on dit que c'est des preuves indirectes de la présence de cette faune-là, on l'a observé, puis même, il y en a toujours eu parce qu'il y a toujours eu des chasseurs dans la zone. Donc, tous ces ensembles naturels-là, ce qu'on cherche à faire aussi, en biologie, il y a des principes, c'est beau avoir un grand secteur ou un grand habitat. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de les interconnecter. Parce qu'on prend des mulots, des tabiens, des choses, des écureuils, ça va vivre dans un habitat qui est relativement restreint. On prenait un orignal, un chevreuil, là on parle d'habitat de kilomètres carrés. Dans l'ensemble, quand on a caractérisé le territoire, on va s'assurer de définir, de localiser les écosystèmes et de voir est-ce qu'ils se parlent entre eux. Comme je disais, un chevreuil, il va se promener, il va faire des migrations de plusieurs kilomètres. La ville de Blainville, ça a l'air de rien, mais c'est peut-être 10 km par 10 km. C'est pas un si grand territoire que ça. Fait qu'à l'échelle d'un chevreuil,
c'est quand même un petit territoire. Donc, comme je le disais tantôt, on a différents écosystèmes. Le premier étant la tourbière, donc la grande tourbière, parce que c'est un très très grand terrain qui est non perturbé. Deuxième écosystème, c'est les boisiers agricoles qui vont être le long du chemin de la Côte-Saint-Louis. Puis ensuite, le troisième, ça va être, comme je disais, le secteur qui va être la forêt du Grand Coteau, ainsi que le coteau lui-même. Donc, l'étude de ces écosystèmes-là, on les a caractérisés, on les a définis, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais on voulait voir aussi, comme je disais, un principe, c'est est-ce qu'il y a une interconnexion? Est-ce que ces écosystèmes-là, ils se parlent? Je disais tantôt, ça prend beaucoup d'espace pour que la grande faune et les grands mammifères puissent se promener. Donc, un des résultats de cette analyse-là qui avait été faite par la Nature Action, c'était de voir aussi, est-ce qu'il y a des freins au déplacement de la grande faune à l'intérieur de ces écosystèmes-là? Donc, ce qu'on va appeler un point de résistance majeur qui avait été identifié, qui est le chemin de la Côte-Saint-Louis. Je ne sais pas si vous ça va. C'est plaquant. Donc, ça pour dire qu'il y a quand même certaines connexions qui sont faites, mais ce qui nous permet aussi de valider le fait que c'est un point de résistance. Donc, ce sur quoi on va devoir avoir à travailler dans le futur pour assurer une interconnexion. Quand vous promenez, vous voyez une française des roadkills. Quand vous avez, par exemple, une moufette écrasée, un raton laveur écrasé, bien, ça prouve qu'il y a quand même une connexion naturelle qui se produit, mais que ce point de résistance-là va empêcher justement la connexion entre les deux. Donc, à très long terme, c'est d'intégrer à l'intérieur de toute cette connaissance-là le besoin de conserver ou de créer, si c'est inexistant, des corridors écologiques. Donc ça, c'est pour, je dirais, l'ensemble du territoire. De façon plus locale, c'est le même principe. D'essayer de voir est-ce qu'il y avait, on va définir le principe et les notions de corridor écologique. Comme je disais tantôt, on a les grands boisés. Les grands boisés, c'est la forêt du Grand Coteau. Les grands boisés qui sont à l'intérieur de la zone agricole. Il y a le boisé Chambéry. Le quartier Chambéry a été développé avec déjà une attention particulière pour est-ce qu'on va créer des pressions sur les mammifères qui sont là, sur la faune qui est là. Donc, c'est pour ça que la réflexion lors de la conception du plan de développement du quartier intégrait justement un corridor. Pourquoi? C'est qu'on ne voulait pas briser le lien entre les grands boisés de la tourbière et la forêt du Grand Coteau, qui est déjà quand même un écosystème qui est relativement. Donc, à l'intérieur du quartier Chambéry, on s'est assuré de maintenir la connexion en créant un corridor écologique. Puis aussi, il faut penser que chaque fois qu'il y a un cours d'eau, dès qu'on a tracé un corridor ou un couloir assez large, on va favoriser la faune qu'elle utilise de ces corridors. En faisant ces observations-là aussi, on a découvert un autre point de résistance qui se trouve être, si vous regardez la forêt du Grand Coteau, ceux qui connaissent un peu le secteur, il y a tout le temps les autos stationnés au coin du Grand Saint-François et de la rue Montauban. Il y a beaucoup de personnes qui vont prendre leur chien là. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que les usagers qui sont ici, quand ils se promènent avec leur chien, c'était pas prévu. Mais quand ils se promènent avec leur chien, comme il y a une présence fréquente et régulière de promeneurs, mais d'animaux, tout ce qui va avec les chiens, ça crée un point de résistance. Donc, la faune n'est pas intéressée dans ce secteur-là parce qu'il y a ces inhospitalités. Donc, au niveau de la faune à Blainville, on fait un focus un peu plus sur les chevreuils, donc les anges de chevreuil. Pour une petite mise en contexte, ce qui est important de considérer, c'est qu'il y a une croissance des populations de chevreuils au Québec. On a des hivers plus cléments, on parle des réchauffements climatiques, etc. Aussi, on parle de la chasse qui est plus restrictive. Donc, ces deux éléments-là, ensemble, font en sorte que la population se développe. C'est bien mieux de contrôler ces lignes d'antipostie. Puis, je pense qu'il y a 25 chevreuils pour une personne, quelque chose comme ça, parce que c'est un milieu qui est circonscrit, il n'y a pas de chasse, il y a un habitat qui est vraiment intéressant. Également, l'homme met davantage de nourriture à la disposition des chevreuils, que ce soit de l'agriculture. Donc, quand vous avez un champ en culture, les chevreuils, s'ils manquent de nourriture, vont se rabattre sur les légumes qui poussent. Vous avez la sylviculture, donc quelqu'un qui cultive des cèdres, ça va attirer tout ça, ou les cédrières qui sont artificielles. Les aménagements paysagers, c'est sûr que s'il y a des types de plantes que les chevreuils affectionnent particulièrement, c'est une source de nourriture. Et également, le nourrissage volontaire. Encore aujourd'hui, on a détecté des endroits à Blainville où il y avait du nourrissage qui se faisait. Sûr que souvent, c'est des bonnes intentions, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Donc, il y a une abondance de nourriture qui fait en sorte que les chevreuils vont s'alimenter de cette façon.
Donc aujourd'hui, les densités de chevreuil, justement, augmentent d'année en année dans le Québec méridional, donc la partie sud du Québec, ce qui fait qu'il y a, pas juste à Blainville, mais un peu partout au Québec, plusieurs municipalités qui sont aux prises avec cette problématique de cohabitation avec les chevreuils, qui va se traduire principalement par le boutage. Donc au niveau des particularités à Blainville, effectivement, depuis quelques temps, on observe de façon plus fréquente les chevreuils dans le quartier Fontainebleau, soit dans les ravins, quartier de Renaissance, le quartier de M. Guérin. Ça, c'est le grand poteau. On n'avait pas nécessairement d'observation, mais de plus en plus, on nous en rapporte. Ça, c'est le secteur de la rue Marcel-Giguère, monté au nord, ce coin-là. Puis aussi, sur le boulevard des Châteaux, on a eu une recrudescence d'observation. Est-ce que des fois, je vous l'explique? C'est un peu ça. Donc, ce qui est important aussi de savoir, OK, puis il y a un impact direct en fond sur les citoyens, mais c'est tout à l'heure VSN, dans les rues, c'est les risques qui sont associés aux collisions avec les chevreuils. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a toujours eu des chevreuils dans le quartier de Fontainebleau. Avant que ça soit développé, il y a des dizaines, des milliers et des milliers d'années, c'était déjà un refuge pour les chevreuils. C'est dans leur ADN de venir ici, parce que c'est leur habitat, puis ils se retrouvent ici, il y a des générations de chevreuils qui sont passées, ils quittent et ils vont venir parce qu'ils savent ici qu'ils ont l'habitat qu'ils recherchent, l'abri qu'ils recherchent, mais aussi la nourriture qu'ils recherchent. Puis des événements récents, notamment le nourrissage, donc des personnes qui faisaient de la rétention artificielle, qui ont contribué au fait qu'on est sur de plus en plus de chevreuils dans ce secteur. Donc on parle beaucoup de chevreuils, mais il y a d'autres problématiques quand on parle d'adresser la situation générale en termes de gestion de la faune sur le territoire de la ville de Blainville. Un qu'on ne connaît pas beaucoup, c'est le castor. Ça n'a l'air de rien, mais le castor, on le suit à Blainville depuis 2001. Il y a des problématiques au niveau quand c'était le barrage. Il se rapproche de plus en plus des milieux urbanisés. Ce qu'il faut savoir avec les castors, c'est qu'un coup de castor fait des enfants, c'est très territorial. Quand les enfants ont 2-3 ans, ils les chassent. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en couple avec quelqu'un d'autre. Ils se mettent en couple avec un autre castor. Monsieur et Mme Castor, ils font les enfants, ils créent un territoire. Quand eux, à leur tour, vont avoir les enfants, ils vont les chasser, ils vont faire des défections. La population de castors a grossi de cette façon-là. La conséquence directe, c'est que ça va contribuer à grossir le niveau des cours d'eau. Puis souvent, il va y avoir des inondations. C'est sûr que il y a un fossé qui déborde au niveau, il monte, c'est pas dramatique, mais à certains endroits, vous prenez le ruisseau de Ménégito ou si l'eau dans la zone agricole, si le cours d'eau est obstrué et il déborde, il va inonder les champs. Il y a des personnes au Québec, c'est une récolte par année. Si on la manque, on la manque. Donc ça peut engendrer quand même une conséquence très dramatique pour certains agriculteurs. Donc, cependant, ça passe inaperçu. Même si la photo est cute, il faut se fier à ça. Là, j'ai cédé la parole à Giovanni Beaulieu, qui va en fait nous expliquer un petit peu ce que nous, on a fait en termes d'observation de la nature. On parle des chevreuils, on est allé sur le terrain. Et en allant sur le terrain, on a installé différents dispositifs. L'objectif derrière tout ça, c'est de documenter. On parle de présence de chevreuils, pour savoir qu'ils viennent de où, ils s'en vont où, comment. Donc, Giovanni va vous présenter un petit peu la méthodologie qu'on a utilisée pour le chevreuil. Est-ce que c'est moi qui ai le contrôle? Oui, je vais Donc, c'est ça. Donc, au courant de l'année, en fait, depuis novembre-décembre, j'étais en congé de maternité, mais depuis novembre-décembre dernier, on a réalisé des suivis des populations de chevreuils, principalement dans Fontainebleau. On a installé 4 caméras d'observation à 4 différents points, dans les accès principalement qu'on voyait principalement utiliser. Et on a également relevé les pistes laissées au sol. Donc, les chevreuils, en se déplaçant principalement dans la neige, laissent des traces, un peu comme nous, dans le fond, quand on se déplace. Donc, on est capable de les suivre. Anne-Sophie, avec son GPS, elle s'est promenée. Elle avait suivi toutes les traces de chevreuils qu'il y avait dans le secteur, donc pour faire un relevé des patrons de déplacement. On a également inventorié les aires de repos et ce qui nous a permis par la suite de faire des patrons de déplacement. Donc on voit à peu près où ils rentrent, c'est quoi les aires de repos, puis on a une carte globale du territoire pour savoir leurs habitudes dans ce secteur-là. Comment ça marche?
Donc, on les voit ici en mouvement. Ça, c'est dans une des entrées, dans la forêt du Grand Coteau, sur le bord de la forêt du Grand Coteau. Au repos, donc dans une aire de repos qui a été une des multiples aires de repos. Et même de nuit. Donc, on les suit, on les a à la trace partout. Donc, là, on voit des photos du mois de février principalement, là, c'est au janvier, même janvier-février. On les a vus. Il y a aussi d'autres traces qui ont été observées pendant l'hiver. Donc, soit des traces de broutage sur les végétaux, ou sinon des traces d'écorçage sur l'écorce des arbres. D'autres indices qui signalent leur présence, donc les pinces ou c'est ça, les crottes, je ne sais pas si vous voyez bien. Là. Puis on voit aussi, là, ici c'est une couchette, et ici on a une trace comme ça, ici on les voit où ils se couchent là, quand ils se reposent ou quand ils digèrent. Donc, on voit ici les pistes qu'on a suivies. Donc, Anne-Sophie a suivi, je ne veux pas. Donc, avec le GPS. D'autres traces de présence de chevreuils qui sont observables, principalement en milieu urbain, comme Éric le disait tantôt, c'est le broutage des haies de cèdre. On le remarque principalement en milieu urbain parce que les haies de cèdre ne poussent pas naturellement comme ça. Et c'est ça, donc dans le fond, nous, on continue. La campagne d'observation, c'est en continu. Là, on va faire le suivi principalement avec des caméras parce qu'elles sont plus difficiles à suivre au cours de l'été. On peut voir les crottins ou sinon certaines traces des fois quand il y a de la couette, mais dans un boisé, on ne voit pas nécessairement bien les traces, donc c'est plus difficile. Puis, c'est ça, ça nous permet de déterminer les habitudes des chevreuils. On voit ici la carte. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à dire par rapport à cette super carte. Mais donc ici, on voit la carte des déplacements du secteur de Fontainebleau. Ici, on a la forêt du Grand Coteau, je ne me trompe pas. La forêt du Grand Coteau, la 640 ici. Puis donc en vert, là, ce sont tous les chemins utilisés par les chevreuils qu'on a relatés. Nos caméras, donc ici, qui ont été placées pendant l'hiver et qui maintenant sont déplacées. Il n'y en a plus aucune de celles-là. Hein? Il en reste une. Dans le fond, la caméra 1 est encore là. Celle-ci. Mais de l'autre côté de Castillo, en fait. Plus sur la maison. OK. Puis, il y en a deux autres. Il y en a une dans le quartier Chambéry. Puis, il y en a une dans la Tourbière. Donc, on pose une question. Mais pourquoi Mme Goyette a déplacé les caméras? pour suivre dans le fond le déplacement des cerfs. En fait, c'est simplement pour annoncer qu'ils ont commencé leur migration. Donc, les cerfs sont de retour vers l'habitat d'été. Donc, un habitat d'hiver qui est identifié dans la pochette de Fontainebleau. Mais là, évidemment, les différentes observations comme ivoire qui ont commencé à sortir. En fait, il était un troupeau assez serré, je dirais, l'hiver. Puis là, on observe qu'ils sont éclatés un petit peu, parce qu'il y a des groupes qui se promènent un petit peu. Mais quand vous parlez de troupeaux serrés, c'était le but aussi au niveau des caméras. Si on regarde la caméra, la vision, oui, c'est la 40 ans, mais je ne vois pas les numéros. Plus à l'est, plus à l'ouest, plus à gauche. À gauche. La 3, la 4? Oui, celle-ci, par exemple, si on va à la caméra numéro 1. Donc, si vous n'aviez vu une dizaine qui était à telle caméra, en même temps, est-ce qu'il y avait 10 autres à une autre caméra, parce que vous avez des lecteurs aussi, afin de dénombrer plus ou moins, est-ce que c'est les mêmes qui se promènent d'une base à l'autre ou non? Oui. Actuellement, c'est ça, c'est ce que les différentes observations qu'on a pu voir, c'est pas 20 groupes de 10, c'est un groupe compact l'hiver qui est ensemble, qui se promène un petit peu partout. Environ 13, hein? Moi, je pense que le maximum qui a été dénombré sur une photo, c'est 13 individus. On en a vu plus que ça. 21, c'est ça, ça n'est que... Juste oublié de vous le mentionner. Ils vont finir leur présentation. Gardez vos questions pour la fin, s'il vous plaît. Parce que vous voyez, Éric, tout le monde n'est pas nécessairement à l'aise avec les présentations. Fait qu'on va les laisser finir. Après ça, on va répondre à vos questions jusqu'à minuit s'il faut. Vous êtes qui, vous? Moi, je suis le directeur général de la ville de Blainville. Mon nom, c'est Michel Lacasse. Parfait. Vous me connaissez parce que vous êtes déjà venu plusieurs fois au séance du conseil de ville. Ça se peut. Oui. Voilà, je pense que c'est la dernière. Il manque une caméra, c'est les chevreuils qui l'ont mangé. Il manque une tantôt là. Donc voilà. Merci, Joël. Merci, Joël.
Donc, partant de ça, c'est sûr que pour vous, le constat, il est rapide. Il y a présence de chevreuil, vous les avez vus. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est la mécanique. Ça fonctionne comment? Ils viennent de où? Ils font quoi à l'intérieur? C'est quoi leur période? Quand est-ce qu'ils quittent et tout? Donc, comme je vous dis, c'est sûr que pour vous, c'est simple. Ben oui, il y a des chevreuils, puis il n'y en a plus. Donc, il faut quand même comprendre tout ça. Pourquoi? Je vais revenir à ce qu'on disait tantôt. Au niveau de la mise en valeur des milieux naturels. Nous, l'objectif, c'est de comprendre comment le territoire fonctionne. Donc, qu'est-ce qu'il y a sur le territoire, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver cette riche biodiversité-là. C'est sûr que les chevreuils, les orignaux, souvent on se dit, bien là, on voit ça juste dans le nord, c'est fou, on le voit ici. Il y a même des coyotes qui ont été rapportés. Il y a quelqu'un, ça n'a pas été. En tout cas, c'est un commentaire qu'on a reçu d'un résident du quartier de Chambéry qui dit qu'il a vu un lynx. Pas l'habitat nécessairement, mais bon, on parle quand même d'une biodiversité qui est. C'est un peu ici, pas loin. Oui. Au début du projet de Fontainebleau. OK. OK. Sur Mais Gatineau? c'est juste pour vous dire, quand on parle d'une riche biodiversité, dans des secteurs où les municipalités où on s'est tout développé, il y a peu d'espace boisé, peu d'espace vert. Nous, il faut quand même considérer qu'on est la porte de Laurentides. Donc, vous allez un petit peu plus loin, puis vous tombez dans les basses Laurentides. Donc, cette mécanique-là, on essaie de la comprendre. Pourquoi? C'est que quand on va faire la mise en valeur des milieux naturels, bien oui, on va gérer les plantes, on va s'occuper des cours d'eau et des bandes de protection riveraine et tout, mais on va gérer ce qui est à l'intérieur aussi. C'est sûr que les écureuils, il va continuer d'en avoir sur les fils électriques, mais les chevreuils, nous, on va essayer de s'organiser pour que les espaces qui leur sont dédiés, mais ils soient optimisés. Donc, ça a l'air de rien, mais une petite carte comme ça nous renseigne énormément. Je parlais tantôt d'un point de résistance qui a été identifié. Vous pouvez voir qu'à partir d'ici, là, ça, c'est principalement le secteur où les chiens se promènent. Ça rebute les chevreuils, il n'y a pas de trace. Même principe, quand vous traversez le bord Fontainebleau, c'est sûr qu'en partant, il y a des voitures, fait que les chevreuils ne sont pas portés à traverser nécessairement. Mais moi, je suis allé à plusieurs reprises. Les sentiers qui sont ici sont très sollicités par les promeneurs avec leurs chiens. Donc, encore là, présence de traces, beaucoup d'excréments de chiens, des choses comme ça, ce qui fait en sorte qu'il y a un point de résistance, même principe. Donc là, avec toutes ces informations-là en tête, par la suite, on va commencer à essayer de faire justement la gestion de cette faune-là. On va juste documenter, on a un bon portrait de la situation. Là, avec ces informations-là, qu'est-ce qu'on va faire dans quelque chose? Sans vous poser une question, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont pas coincés dans... En fait, ils ne sont pas coincés. C'est un habitat pour eux. Ils vont là parce qu'ils sont bien, parce qu'ils connaissent l'endroit, c'est comme je disais, c'est génétique, c'est dans leur ADN. Puis en même temps, bien, il y a des. Par le passé, il y avait des incitatifs. Des petits bars salades, puis un petit peu partout. Donc, il y avait du monde qui les attirait aussi parce qu'ils trouvaient ça joli. Mais ils ne sont pas coincés. Eux, c'est un habitat naturel pour eux. C'est comme vous avez des mouflons, mais ça vit en montagne. Eux vont vivre dans des milieux boisés, densément boisés, parce qu'ils se cachent là-dedans. Puis en même temps, les ravins, exactement, parce que les ravins, quand vous êtes je vais faire peut-être maladie comme comparaison, un chevreuil, c'est un gros garde-manger aux yeux d'un coyote. Donc, pour être bien vu, le chevreuil va se réfugier dans un endroit où il y a une belle vue, puis où il y a de la nourriture, puis où il y a un abri. Quand c'est dense, lui, il peut voir de loin, entendre les bruits, fait que c'est un endroit qui est très intéressant. Il ne faut pas penser qu'ils sont coincés là. C'est vraiment leur habitat, ils sont attirés vers cet habitat. Donc, on parlait tantôt justement là, de ce que je parlais du point des stages qui avaient été identifiés. Moi, je suis allé marcher justement cet hiver. C'est le fameux sentier qui est dans la forêt du Grand Coteau qui part du rang Saint-François, qui s'en vient vers le sud, si on veut. Puis, c'est incroyable la quantité. Faites un pas, c'est pire qu'à Paris. C'est vraiment qu'à Paris, de flotte par terre, mais il y a énormément d'excréments de chiens, puis il y a des traces partout. Donc, c'est très utilisé. C'est vraiment je laisse presque un exemple académique. Donc, au niveau encore là, de la gestion de la faune en milieu urbain, on a fait beaucoup d'observations sur le terrain. Comme je vous dis ça tantôt, pour vous, c'est simple. Il y a des chevreuils, oui, on sait qu'il y a des chevreuils, il faut bien comprendre la dynamique. Donc, on a fait plusieurs sorties, plusieurs observations. Ce que je vais vous dire, ça a l'air simple comme constat, mais il a quand même fallu les montrer sur le terrain. Donc, en janvier dernier, on avait fait une série de 3 visites. Il y avait un bon couvert de neige, donc là, on voyait vraiment les pistes au sol, donc la dynamique, comment ça se promène là-dedans. Puis aussi l'inventaire des pistes de chevreuil qui avaient été faites par Nature Action de l'année prochaine. Donc, grosso modo, ben, les chevreuils, quand il y a une clôture ou il y a un obstacle, ils vont longer, donc ils vont rester dans le ravin et ils vont se promener. C'est à partir du moment où il y a des propriétés qui sont non clôturées, il y a un accès vers le côté organisé. Donc, le constat qu'on fait, c'est que les chevreuils peuvent rentrer et sortir très facilement de la pochette.
parce qu'ils ont peur, pour aller s'alimenter par curiosité. Donc, non seulement ils peuvent facilement sortir des propriétés qui sont non clôturées, mais ça leur donne accès au cours arrière de ces propriétés-là. Ça donne accès au cours avant des propriétés. Puis même quelqu'un qui s'est bien clôturé, le chevreuil peut sortir et rentrer pour aller grignoter la haie. Donc, il y a vraiment une dynamique, une constante de ce côté-là. On a des cultures de 5 pieds, ils sont par-dessus. Ah, même, souvent, pour les aménagements fournis, ils font dire une dizaine de pieds. Parce que quand, probablement que vous, il y a certains d'entre vous qui l'ont vu, mais sur les pattes arrière, là, ça peut, c'est impressionnant le temps que ça peut avoir. 5 pieds, c'est possible. Ben, c'est effectivement. Donc, ça pour dire qu'encore là, on a fait différentes observations sur le terrain. Comme je le dis, toujours dans l'idée de comprendre ce qui se passe avec les situations qu'on en trouve un petit peu partout. Donc, on est allé se promener, puis juste pour vous donner des exemples, la ville d'Alcazar, sur les 21 propriétés qui sont adossées au ravin, il y en a 4 qui sont non clôturées. Puis il y en a 6 qui ont une clôture de 4 pieds, donc une petite clôture standard, mais qui est facilement enjambable facilement franchissable par un chevreuil. Le reste des propriétés, il était soit bien clôturé, ou il y avait une petite clôture, mais qui était bonifiée avec de la clôture à main, donc qui empêchait vraiment les chevreuils de bouter, de faire le boutage. Sur la ligne de boutage, même principe, sur les 21 propriétés, 10 qui n'ont pas de clôture. Boulevard des Châteaux, c'est sur les 7 propriétés, 2 qui n'ont pas de clôture à limite arrière. Sur la rue de Côme, 6 propriétés, dont 3 qui n'en ont pas. Sur la rue Castillo, les 2 qui donnent, ils étaient bien protégés. Donc, le constat est simple. Il y a une facilité de la part des chevreuils de sortir de cette petite pochette. Donc, un titre d'exemple, là, on est allé en recenser quelques-unes. Ce qu'on peut voir ici, c'est une clôture qui est étanche, une propriété qui est étanche. En ce sens, c'est une clôture conventionnelle frosse, qui a été justement bonifiée avec de la clôture à main. On fait une découverte ici. Dans ce cas-ci, c'est intéressant parce que c'est bien protégé. Par contre, pour voir le filtre possible. Donc, ce qu'il faut juste penser, c'est que là, on est dans un milieu qui est naturel. Également, un drain de piscine. Donc, juste peut-être faire un rappel, parce qu'on en a observé quand même plusieurs. Les drains de piscine, c'est important. Il y a une réglementation, ça doit aller vers l'avant, parce que ça peut causer des problématiques lorsqu'on va faire un renvoi d'eau dans les milieux naturels. D'autant plus que les ravins, si vous envoyez vos drains de piscine dans des ravins, la stabilité du sol, vous la compromettez sérieusement. Mais ça, c'est une parenthèse. Parce qu'on observe de toutes sortes de choses dans les ravins. Donc, encore là, clôture étanche, donc vous pouvez voir à la base, la clôture en frost qui est par-dessus a été modifiée. Au contraire, quand on parle d'absence de clôture, là, vous pouvez voir ici, la propriété est là, il n'y a aucune clôture, on descend directement dans le ravin. La première chose qu'on observe, ce sont des pistes de chevreuil. C'est un accès direct là, de la pochette vers la propriété en avant. Encore là, absence de clôture, donc en fait, la clôture était une étienne, donc vous pouvez voir ce qu'il y en reste. Puis à partir du moment où il y a un accès direct, mais là, on peut voir, on observe de chaque côté des pistes de chevreuil, et aussi un entrée direct, donc une espèce d'autoroute qui se termine ici, qui rentre à l'intérieur. Clôture non étanche, donc un autre exemple. Clôture à vache à peu près 4 pieds et demi de haut. Et tu vois, c'est facilement franchissable, donc on voit le chevreuil simplement à sauter par là. Même principe, d'une clôture, il n'y a pas vraiment de piste, sauf ici. Donc, le chevreuil ne s'est même pas donné la peine, ou ne se sont même pas donné la peine de l'enjamber, de sauter, puis on passait par la propriété. Encore là, d'autres exemples, clôture non étanche. On peut voir du côté gauche, donc il y a un effort qui est mis au niveau d'une paroi en bois, une clôture en bois, puis une petite clôture orange. Du côté droit, vous pouvez voir, il y a un filet qui a été installé, une espèce de clôture orange temporaire. Malheureusement, c'est une solution partielle. Donc, oui, ce petit coin-là va être protégé pour les chevreuils, mais vous pouvez voir les vis qui longent pareil. Même principe ici, un coup de vent, un chevreuil qui passe avec une roche, ça va créer une porte d'entrée, donc une facilité d'accéder au milieu. Il y a aussi des trucs et astuces. On a vu toutes sortes de choses là-dedans. Quelqu'un s'est installé un petit pilaire avec un détecteur de mouvement. Donc, quiconque passe, un chevreuil, un mouvement, une personne, ça va allumer une lumière, donc ça peut déranger puis faire chasser les chevreuils. Et à côté, c'est le vieux truc. Pour les oiseaux, pour n'importe quoi, de mettre des assiettes en aluminium, ça fait du bruit, ça fait un petit peu. Est-ce que ça marche? C'est pas démonté exactement. Et finalement, on parlait tantôt au niveau de la rétention. Encore là, c'est un exemple qui est relativement récent. Il y a encore des personnes qui les nourrissaient. Dans ce cas-ci, on a rencontré les propriétaires. L'idée était très noble. C'est du monde qui voyait des chevreuils qui se promenaient dans la rue, il avait peur qu'ils se fassent frapper. Mais là, ce qu'on dit, le signal qu'on envoie au chevreuil,
je dis c'est instinctif, un animal, il est dans sa pochette, il est bien, il a un abri, on lui donne un bar à salade. Le message qu'on envoie au chevreuil, c'est rester ici. Donc, l'importance, même si les intentions sont bonnes, le nourrissage, à la base, c'est la pire chose à faire. Un animal sauvage va demeurer sauvage. Donc, au niveau du plan d'action, donc rapidement, le défi, c'est quoi? C'est d'établir une cohabitation entre nous, les humains, le milieu urbanisé et le milieu naturel. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui nous disent tout le temps, bon, Fontainebleau, on vient s'installer, il y a des milieux naturels partout. Mais c'est important de comprendre que ce milieu naturel-là a une dynamique. Donc, on a une cohabitation à faire avec ces milieux-là. C'est sûr qu'on parle de tamia, l'écureuil, le raton laveur, ça ne prend pas beaucoup de place, mais il faut penser dans ces milieux naturels-là. Comme je vous dis tantôt, la richesse de la biodiversité de l'Évidoise fait en sorte qu'on n'a pas juste la petite faune, on a de la grande faune aussi. Donc, pour ce faire, on peut travailler sur les habitudes des chevreuils. Donc, on peut aménager de manière à les éloigner. Donc, ça peut être des fois simplement en plantant des haies. Donc, il y a différentes techniques qui sont utilisées. Mais travailler aussi sur les habitudes des citoyens. Encore là, mais en 2015, pas nourrir les animaux. Très important. Ranger les ordures, ça va de rien, laisser traîner un sac avec un petit peu de nourriture à l'intérieur. Ça va attirer non seulement les chevreuils, mais toutes sortes d'animaux sauvages. Puis planter des espèces répussées. Donc, tout ça mis ensemble, c'est les outils de base qu'on a pour pouvoir faire cette gestion. Dans mon temps. Stratégie pour bien vivre. Le conseil privilégie, pas toujours privilégié, la mise en valeur des milieux naturels, ainsi que les mesures d'accompagnement visant à responsabiliser les propriétaires. Comme je disais tantôt, il y a différents outils qui sont disponibles, que ce soit des aménagements pour protéger au pire de l'hiver, de planter différents types de plantes qui vont permettre d'avoir un effet répulsif. Donc ça, c'est vraiment ce que le conseil privilégie. Par la suite, les actions proposées, les actions concrètes, ça va être de reprendre les patrouilles canines. Par contre, c'est sûr que là, on me disait, ouais, si je suis vraiment pertinent ou pas. Là, on a quand même un bagage d'informations. Peut-être que ça, allié avec d'autres méthodes, vont nous permettre d'être un petit peu plus pointus dans les interventions pour que ça ait une meilleure efficacité. Maintenir les tournées d'information et voir à faire respecter les règlements municipaux sur l'interdiction de nourrir les animaux. Comme je disais tantôt, vous avez vu un exemple de mangeoire qui date d'il n'y a pas très longtemps, je pense que ça donc c'est encore important de poursuivre ça. De maintenir nos campagnes d'information du grand public, donc les en couleur, les messages électroniques, le site Internet. De prévoir des campagnes d'information ciblées dans chacun des quartiers qui sont vraiment aux prises avec cette particularité de cohabitation. Donc, surtout au niveau du rappel d'interdiction de nourrir les animaux sauvages. Mais surtout poursuivre la mise en valeur des milieux naturels. Ce que je vous ai présenté, justement, au début de la petite présentation. Donc, quand on parle, c'est ça, en fait, c'est d'intégrer cette cohabitation-là avec le plan global de mise en valeur. Je parlais avec quelqu'un au tout début de la rencontre qui disait, bon, c'est magnifique, il y a des beaux milieux naturels à Blainville, on n'en parle pas assez, il faudrait vraiment les éviter et tout. Bien, c'est un petit peu ça. Là, on a profité du fait qu'il y a des observations de grandes fonds, c'est à cause des problématiques pour certaines personnes. On veut intégrer tout ça à l'intérieur de la planification globale. Et cet exercice-là, le conseil va le faire d'une façon ou d'une autre parce qu'il s'est engagé depuis 3 ans déjà, on veut juste arrêter au niveau du mandat de Nature Action, de mettre en valeur ces beaux milieux-là, de protéger la ressource qui est à l'intérieur. Donc les chevreuils en font partie, ça va faire partie du plan de match. D'ailleurs, ça a été fait dans ce secteur-là. Un petit recensement qu'on a fait, moi, comme je vous dis, on a une bonne piste avec le fait qu'il y a beaucoup de chiens ici, il n'y a pas de chevreuil. Il y a beaucoup de chiens ici, il n'y a pas de chevreuil. Actuellement, juste des sentiers existants. Si vous regardez, ça fait une belle boucle d'à peu près 3,5 km. Avec toute l'information qu'on a recueillie depuis le début, bien là, on a peut-être décidé un petit maillon fait. Fait que dans ce secteur-ci, peut-être des interventions qui peuvent être intéressantes. À la limite, ça va être simplement de formaliser, parce qu'il y a plusieurs petits sentiers informels, d'en fermer certains, mais peut-être d'en ouvrir d'autres, voire consolider cette trame-là, parce qu'il manque un petit peu. En fait, ce que je suis en train de dire, ce qui peut être intéressant, c'est d'occuper ces milieux-là. Plus on va les occuper, vous allez prendre les marches avec votre chien, il y a un usage répétitif, mais on va tenter de repérer ce qui se passe un petit peu ailleurs, puis qui démontre certains milieux. Donc, le principe, c'est d'interconnecter ces sentiers de promenade pour assurer une présence qui va être tangible. On va passer une fois par semaine, 2. Plus il y a d'utilisation, plus on va laisser une trace humaine, plus on va créer un habitat qui va être moins hospitalier pour justement les
cette proposition de sentier-là se ferait à l'été 2015 pour Mais la actuellement, saison Actuellement, on est en cours, là. en plan Là, d'action. on a tout documenté. Oui. On a une piste de solution qui est intéressante, Oui. sur laquelle on va travailler. Je ne veux pas annoncer rien. OK. Comme je dis, nous, on travaille, on C'est commence à votre plan travailler. d'action. OK. Est-ce que Donc ça s'intègre. D'ailleurs, vous pouvez voir la planche qui est là. C'est à l'intérieur de la planification de la mise en valeur des milieux naturels. Donc, je disais, depuis 2013, on s'est accompagné par la Naturation Québec pour connaître le territoire et faire la mise en valeur. Donc, déjà, il y a des interventions qui sont prévues dans ce secteur-là. Comme je disais, la première intervention à faire, qui va se faire, disons, prochainement, c'est de formaliser les sentiers qui sont existants. Bon, pour ceux qui ont été se promener, il y a plein de sentiers dans ce coin-là. À certains endroits, il y a des sentiers qu'on va devoir fermer, parce que soit pour protéger la flore qui est là, ou c'est des sentiers qui débouchent sur rien. Déjà, juste de formaliser ces sentiers-là, ça va être intéressant. Vous pouvez voir en vert, c'est des portions de sentiers qui sont intéressants à conserver. En rouge, c'est des sentiers qui sont moins intéressants, qui seraient fermés. On ferme ça comme un sentier, on plante de régulation. C'est pas quelque chose qui est très compliqué. Donc, mais c'est simplement pour dire qu'il y a déjà des actions qui sont prévues cette année, puis dans les années subséquentes. Je m'excuse. Pardon. Est-ce qu'on peut juste savoir les noms des rues? Parce que je sais pas, moi, je vois rien Ouais, ici. Là. Je ne sais pas, vous avez des copies papier à nous donner? Oui, regardez-moi. OK, ça c'est Bouvard, des Châteaux, Fontainebleau, Alcazar, Castillo, de Carreau, de Combe, Hermitage, c'est à vous situer. Donc, la zone grise en bas, là, c'est secteur Marcel Giguère. Ça ici, exactement, ça c'est le district de la Renaissance. OK. Donc, C'est pas dans le le district de Fontainebleau qui est ici. Puis quand vous. J'imagine que. Excusez, c'est toutes les questions. Là. Juste une petite question. Oui. J'imagine que quand vous regardez pour mettre les sentiers ensemble, tout ça, tu sais, où est-ce qu'il y a des glissements de terrain, tout ça, il n'y aura rien qui va s'aménager dans ces coins. On parle de faire un sentier, une petite traîne sur le sol, on ne parle pas d'installer rien. De pont. C'est de formaliser. Ben, il y a des passages qui ont été faites, une portion qui a été faite. Là, on est à voir ce qui se passe dans ce secteur-là, que ce soit le moins d'impact possible. Mais l'idée, c'est vraiment, comme je dis, c'est déjà des sentiers qui sont existants, c'est simplement de les formaliser. C'est-à-dire, c'est de passer avec un sécateur et d'élargir un petit peu. On ne parle pas de quelque chose qui est très élargi. Donc, il y a ça. Puis aussi, ben, même principe pour le quartier de la Renaissance. Il y a différentes actions. L'objectif, c'est de faire connaître ces milieux-là, les milieux naturels, de faire connaître ce qui est à l'intérieur, et de rappeler les règles de base de la cohabitation. C'est pas les animaux, bon, tout ce pattern. Donc, là, c'est sûr que je vous présente ça rapidement. Il y a une grosse réflexion qui est en arrière de tout ça. Plus on avance dans le temps, plus on met des morceaux de sur le site Internet, on fait des annonces. D'ailleurs, cet été, on va finaliser la phase 2 d'aménagement du boisé qui est à l'arrière du parc équestre. On va en faire un petit boisé modèle. On a des planifications pour le plan Bouchard qui est à côté. Donc, ce grand plan-là de match global de la ville, ben, il se réalise au fur et à mesure. Je vous remercie. Eric, assis-toi. Avant de prendre vos questions, dans le fond, c'est tout ce qu'on veut, ce que vous avez remarqué tantôt à l'écran, c'est que ceux qui pensent qu'on ne vous prend pas au sérieux, c'est faux. On a du monde qui travaille là-dessus, qui prennent des inventaires, qui ont réfléchi à la chose sérieusement. Dans un deuxième temps, j'aimerais remercier Nature Action et Eric, qui sont vraiment des gens dévoués, c'est du monde là, passionné de ça. Puis vous avez des problèmes, puis tu vois que ça les tient à cœur. Dans un troisième temps, on voit que la ville, dans le fond, on a un plan d'action qui est, certains vont penser qu'il est modeste. Puis moi, comme directeur général de la ville, je me sentirais mal d'aller proposer au conseil de ville un plan qui serait plus agressif que ça. Parce que l'argent des contribuables de Blainville, il faut la gérer de façon rigoureuse. Puis, moi, je n'ai pas de chevreuil dans ma cour arrière, mais si je prends ça, puis je ne veux pas dire que c'est pas un problème, là, mais j'aurais de la misère, j'aurais un malaise à proposer ça, de dépenser plus d'argent des contribuables de la ville de Blainville dans un projet comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je pense, présence. Puis ceux qui n'ont pas marché moi j'ai marché dans ces sentiers-là, c'est
super dynamique. Fait que si vous n'avez pas fait ça avec votre jeune ou avec votre chien, c'est pas obligé avec votre chien, c'est juste qu'il y a une présence. Mais de marcher dans ces sentiers-là, c'est de toute beauté, c'est fantastique. Puis juste le fait de marcher là, puis de vous l'offrir, puis de vous l'ouvrir, puis de vous l'interprétation de tout ça, ça va déjà régler une partie de nos problèmes. On va continuer l'épandage qu'on avait fait l'hiver passé. Les 2 derniers hivers, en fait, c'était pas des bons hivers pour cette méthode-là parce que c'était super froid, c'était très, très, très froid. Fait que, tu sais, dans le fond, tu fais de l'épandage d'urine, je ne sais pas quoi, mais ça ne marchait pas parce que c'était tellement froid que l'effet n'était pas là. Donc, cet hiver, peut-être la température va être mieux. On a aussi, avec Nature Action, on a des endroits plus spécifiques encore pour peut-être faire ces épandages-là. Puis finalement, ben, en fait, pas finalement, un autre point, c'est que PMG, la piste de... On l'a sur une des couches. Vous avez remarqué un genre d'espèce d'immense ovale sur notre territoire au côté nord-est. C'est où ils essaient, ils font des tests d'automobiles, les gens font des essais, c'est un organisme fédéral. Et puis eux, justement, hier soir, le conseil de ville a voté une dérogation mineure pour... ils vont tous reclôturer leur territoire qui est immense, avec une clôture un peu plus haute que la normale parce que les assureurs ont des problèmes avec les salles de Virginie. Donc, c'est une réalité chez nous. Puis, c'est sûr qu'ils ne nous ont pas demandé à la ville de payer pour clôturer leur projet parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont dans un milieu naturel eux aussi. Finalement, je vais citer Kennedy, je suis sûr que je ne le fais pas comme du monde, mais Kennedy avait dit, ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country. Je pense que vous avez... C'est qui a dit ça? C'était Marc Arthur. Ah, oui. C'était à son discours inaugural en plus à Washington. Mais je ne vous assumerai pas là-dessus. Je n'étais pas là à ce temps-là. Non, je suis fait que, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez aussi une partie à faire. Ceux qui ont des gens dans la cour arrière, pas clôturés, pas essayons, je pense, même avec des cèdres à la limite. Le cèdre, là, c'est comme un cornet de crème glacée pour les serres. Donc, il faut qu'on... C'est un mélange de tout là, qui va faire qu'on va peut-être être capable de contrôler ça un peu, mais on va probablement pas être capable de l'éradiquer.